Nous l'avons vu dans l'introduction, à travers 4 exemples, la classification est l'action de distribuer par classe. Cette action se retrouve dans des situations extrêmement pratiques que vous allez rencontrer très souvent, comme l'illustre l'exemple suivant. Imaginez un exemple d'individus statistiques, des consommateurs par exemple, ou des ménages, décrits par différentes variables, comme la consommation et l'usage de différents produits, l'attitude par rapport à des produits. Nous aimerions dans cette situation identifier des groupes d'individus ou de ménages ayant des comportements homogènes. Dans la partie qui suit, nous allons présenter dans un premier temps le cadre théorique associé à la classification en général. Puis, dans un deuxième temps, nous allons nous focaliser sur une méthode de classification, la classification ascendante hiérarchique. La première partie sera l'occasion de définir de façon formelle les objets sur lesquels nous allons travailler, notamment la notion de tableau de données, d'indice de dissimilarité ou d'indice de distance, la notion de partition également, et la deuxième partie va être l'occasion de nous intéresser à une méthode et assez pratique, la classification ascendante hiérarchique. Passons à la première partie et présentons les données. Les données en classification sont généralement de deux types. On considère soit un tableau de type individu croix variable, où l'on considère n objets, ou individu statistique caractérisé par p variables. Nous allons voir par la suite que ces p variables peuvent être soit quantitatives, soit qualitatives, soit un tableau carré symétrique de ressemblance, de similarité, de dissimilarité ou de distance. Ce qui nous amène à introduire la notion de dissimilarité et de distance. Par définition, un indice de dissimilarité se définit de la façon suivante. Soit E, l'ensemble des n objets à classer. Une dissimilarité D est une application de E, croix E dans R+, autrement dit, parmi les éléments réels positifs tels que la distance entre deux objets I et I est égale à 0, quel que soit I appartenant à l'ensemble des objets à classer, et la distance entre deux objets I et I' est égale tout simplement à la distance entre les deux mêmes objets I' et I, quel que soit I et I' appartenant à E croix E. Quelle différence y a-t-il maintenant entre un indice de dissimilarité et un indice de distance? C'est tout simplement l'inégalité triangulaire. Autrement dit, si vous amenez un troisième objet, la distance entre I et K est inférieure ou égale à la distance entre I et J, plus la distance entre J et K. Fort de cette notion de distance, passons maintenant aux objectifs de la classification. Comme on l'a vu, l'idée est d'agréger des objets en fonction de leur proximité. On va essayer de constituer des groupes d'objets homogènes et différenciés, c'est-à-dire des groupes proches au sein d'un même groupe et différents d'un groupe à l'autre, tels que les objets soient les plus similaires possible au sein d'un groupe, c'est la notion de compacité, et les groupes soient aussi dissociables que possible, c'est la notion de séparabilité. Ces deux notions de compacité et de séparabilité se retrouvent et sont des notions classiques en topologie par exemple. La ressemblance ou la dissemblance étant mesurée sur l'ensemble des variables descriptives. Autrement dit, si l'on se rappelle de nos cours d'analyse factorielle, les variables descriptives qui vont constituer la distance sont nos variables actives. Maintenant, un point important, les différents types de classification en statistique. On va différencier deux grandes familles de classification en statistique et on va essentiellement parler des méthodes hiérarchiques et dans une deuxième partie, pour aller plus loin, nous parlerons des méthodes de partitionnement direct. En ce qui concerne les méthodes hiérarchiques, la plus connue est la classification ascendante hiérarchique, en abrégé CAH. Des versions descendantes existent également. Les classes construites s'organisent sous la forme d'une arborescence appelée hiérarchie. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle suggère un nombre naturel de classes à l'utilisateur. Autrement dit, le nombre de classes n'est pas connu a priori. En revanche, en ce qui concerne les méthodes de partitionnement direct, comme la méthode des k-means ou celle des centres mobiles, le nombre de classes est ici fixé a priori par l'utilisateur. L'avantage de ces méthodes réside dans sa rapidité de calcul pour des ensembles d'individus beaucoup plus importants. Ces méthodes fournissent des partitions sur les individus, mais on peut également envisager d'autres possibilités. Un individu peut appartenir par exemple à deux classes, on parle ici de recouvrement, ou un individu peut appartenir à plusieurs classes avec différents degrés d'appartenance, et on parle ici de classification floue. Ce sont des méthodes de classification avancées. On s'intéressera encore une fois essentiellement aux méthodes hiérarchiques. Passons à la définition d'une partition. Par définition, on considère un ensemble oméga de n objets. Et on considère un ensemble, associé à cet ensemble oméga, un ensemble de grands K classes, C1, C2,
jusqu'à grand CK. Cet ensemble de classes est une partition si et seulement si l'intersection de deux classes différentes est égale à l'ensemble vide et si l'union de l'ensemble des classes est égale à oméga. Maintenant, on va s'intéresser aux qualités attendues d'une classification et on va essayer de les exprimer de différentes façons. En français, on pourra dire que les qualités attendues d'une classification doivent être qu'on veut des classes claires, compréhensibles, d'une part, bien caractérisées, distinctes les unes des autres. Autrement dit, il ne faut pas qu'il y ait de confusion possible entre les classes, et des classes relativement équilibrées. Une autre façon de le dire, c'est qu'on désirait des classes les plus homogènes possibles. Les individus d'une même classe présentent de fortes ressemblances, les plus différentes possibles. D'une classe à l'autre, les individus doivent présenter de fortes dissemblances. Si l'on introduit maintenant le vocabulaire statistique, on aimerait, en termes de qualité attendue d'une classification, une variabilité intragroupe la plus petite possible et une variabilité intergroupe la plus grande possible. Autrement dit, ces notions de compacité et de séparabilité dont on parlait dans la partie précédente. Plus formellement, introduisons le théorème de Huygens. Pour cela, nous allons introduire les définitions suivantes. Le premier terme est ce qu'on appelle l'inertie totale d'un nuage de points, où G est ici le centre de gravité du nuage de points, où I est l'ensemble des points qui composent mon nuage de points, et MI le poids que je vais donner à mes individus. J'ai grand N individus, et je vais sommer de I est égal à 1 à N les poids multipliés par les distances au carré de mes individus au centre de gravité. Cette inertie totale de mon nuage de points se décompose en deux termes. Un premier terme qui est l'inertie intraclasse et un deuxième terme qui est l'inertie interclasse. Cette inertie intraclasse est le terme situé au-dessus des égalités où je suis en train de sommer sur mes classes et sur les individus appartenant à mes classes. Et le second terme est l'inertie interclasse où je suis en train de sommer sur les centres de classe. Cette décomposition de la variabilité en une inertie intraclasse et en une inertie interclasse peut se représenter graphiquement de la façon suivante. Voilà ce que nous dit le théorème de Huygens. Le théorème de Huygens nous dit que l'inertie totale d'un nuage de points, c'est-à-dire l'inertie calculée par rapport au centre de gravité, se décompose en deux termes, exactement comme pour la formule précédente, en une inertie interclasse, c'est-à-dire l'inertie des points rouges qui sont les centres de mes classes par rapport au centre de gravité de mon nuage de points, et en une inertie intraclasse, c'est-à-dire l'inertie de mes individus appartenant à mes classes par rapport à leur centre de classe qui sont les points rouges. La question que l'on va se poser maintenant est: la recherche de la partition optimale est-elle réalisable? Pour cela, nous allons regarder le tableau suivant. On considère le tableau qui est constitué de lignes et de colonnes, les lignes représentant le nombre de classes dans ma partition et les colonnes représentant le nombre d'objets. Si je considère la première colonne, ça veut dire que je me place dans une situation où j'ai un seul objet. Dans ce cas-là, je ne peux faire qu'une seule classe avec un objet par classe. Si je considère ma deuxième colonne, ça veut dire que j'ai deux objets en ma possession. Je peux faire avec deux objets une partition avec une classe et je peux faire une partition à deux classes. Si je considère maintenant la colonne numéro 7 avec 7 objets, je vais pouvoir faire une partition avec une classe, c'est l'ensemble de mes 7 objets. Je peux faire 63 partitions différentes avec deux classes, 301 partitions différentes à 3 classes, 350 partitions à 4 classes, 140 partitions à 5 classes, 21 partitions à 6 classes et une seule partition en 7 classes, c'est-à-dire qu'en fait, un objet est égal à une classe. En tout, si je compte le nombre de partitions possibles quand je suis à n égale 12, j'obtiens le nombre de 4 213 597. C'est le nombre de Bell. Pour se fixer les idées, à la question la recherche de la partition optimale est-elle réalisable, si j'ai n égale 20 objets, le nombre de partitions est d'environ 5 10 puissance 13. Pour n égale 25, à raison d'1 million de partitions à la seconde, il me faudrait 125 ans pour avoir toutes les partitions possibles et imaginables. Il est donc impossible de trouver la partition optimale, on est donc face à des méthodes qui sont sous-optimales. Passons maintenant à une méthode très particulière, la plus utilisée pratiquement, qui est la classification ascendante hiérarchique. Le principe de la classification ascendante hiérarchique est le suivant. Cela consiste à agréger de proche en proche les individus entre eux,
puis des classes d'individus entre elles jusqu'à obtenir une seule classe englobant l'ensemble de la population. C'est en ce sens qu'elle est ascendante hiérarchique. Pour agréger des individus, et pour les comparer, il faut se munir d'une distance. Et puis après, pour agréger des classes d'individus entre elles, il faut se munir d'un critère d'agrégation. Ce sont les deux points clés de la classification ascendante hiérarchique. Il faut donc, comme on l'a dit, définir la distance entre deux individus, puis définir la distance entre deux groupes d'individus, non pas deux individus. Éventuellement, cette distance entre deux groupes d'individus pourra être définie à partir de la distance entre deux individus. Rappelez-vous dans notre introduction l'exemple avec nos enfants de CM1, CM2 et leur classification des animaux. C'est la représentation des arbres hiérarchiques dont nous allons parler ici. Chaque agrégation de deux individus ou ensemble d'individus va former un palier dont la hauteur va représenter la dissemblance entre les individus ou les groupes d'individus. Pour représenter cet arbre hiérarchique, nous allons devoir introduire de façon plus précise des distances entre des individus ou des groupes d'individus. C'est ce que nous allons faire dans la partie qui suit. Concernant les mesures de distance entre deux individus, les plus connues sont la distance dite euclidienne ou la distance dite de Manhattan. Pour la distance euclidienne, c'est la distance classique, qui est la racine carrée de la somme des carrés des distances entre les individus sur l'ensemble des variables. Pour la distance de Manhattan, c'est la somme des valeurs absolues des différences sur l'ensemble des variables. Maintenant, si l'on parle de mesures de dissemblance entre deux classes d'individus, attention, ce ne sont plus deux individus mais deux classes d'individus, on peut introduire le delta min, le delta max ou le delta par rapport au centre de gravité. Ici, C1 et C2 sont des classes, et la mesure de dissemblance entre C1 et C2 est, dans un cas par exemple, la distance minimale entre un individu du groupe C1 et un individu du groupe C2. Pour le delta max, c'est la distance maximale entre un individu du groupe de C1 et un individu du groupe de C2. Pour la distance au centre de gravité de mes deux classes C1 et C2, c'est tout simplement la distance entre les centres de gravité de G1 et G2. On voit ici que la mesure de dissemblance entre deux classes d'individus a été construite à partir de la mesure de distance entre deux individus. Maintenant, parlons de la mesure de dissemblance la plus connue. Peut-être pas la plus connue, mais en tout cas celle que nous allons utiliser dans le cadre de l'analyse factorielle. C'est la mesure de dissemblance de Ward. Cette mesure de dissemblance entre les deux groupes C1 et C2 s'interprète comme un gain d'inertie intraclasse quand on passe de K plus une classe à K classe. Autrement dit, quand on agrège deux classes, on va forcément gagner de l'inertie intraclasse et perdre de l'inertie interclasse. En fait, le critère de Ward consiste à trouver l'agrégation de deux classes telle que ce gain d'inertie intraclasse soit le plus petit possible ou cette perte d'inertie interclasse soit également la plus petite possible. Cette distance de Ward entre deux classes peut s'écrire de la façon suivante à partir des centres de gravité des classes qu'on aura agrégées. Prenons un exemple concret pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut construire cet arbre hiérarchique. Pour cela, on va se munir de la distance CityBlock et on va se munir également du lien minimum entre deux classes. On va considérer sur un plan ces 5 points-là, avec le point 1 de coordonnées 1, 2, le point 2 de coordonnées 2, 1 demi, le point 3 de coordonnées 2, 1, le point 4 de coordonnées 4, 2 et le point 5 de coordonnées 4, 3. Première chose, on va calculer la distance entre chacun des objets, ce qui est représenté par la matrice carrée suivante. Donc on a bien 5 objets en ligne, 5 objets en colonne. Et si je prends la distance CityBlock, je vais prendre la distance par exemple entre le point 1 et le point 2, je vois que pour passer de 1 à 2, il faut que j'avance d'une unité en abscisse et il faut que je descende d'une unité et demie en ordonnée. Autrement dit, la distance entre 1 et 2 est égale à 2,5. Pour reprendre un autre exemple, si je prends la distance entre 2 et 3, je vois que pour passer de 2 à 3, il me faudra remonter d'une demi-unité en ordonnée, autrement dit la distance entre 2 et 3 est égale à 0,5. Une fois qu'on a calculé la matrice des distances entre les individus, nous allons agréger les individus entre eux pour former une première classe. Pour cela, on va regarder quelle est la distance la plus petite entre les couples d'individus. Manifestement, la distance la plus petite entre les couples d'individus est la distance qu'il y a entre l'individu 2 et l'individu 3. Agrégeons ces deux individus et constituons notre premier palier.
agrégeant 2 et 3, parce que c'est la distance la plus petite. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter en hauteur d'agrégation un palier à hauteur de 0,5. Une fois que ce premier palier est constitué, on va recalculer une matrice de distance, soit entre deux individus, soit entre un individu et une classe, notamment la classe constituée des points 2 et 3. Alors, comment est-ce que ça marche? Les distances entre les individus n'ont pas changé, mais les distances entre les centres de classe, si l'on prend la distance minimale, on va prendre l'exemple de l'individu 1 et de la classe constituée des points 2, 3, c'est le minimum de la distance entre 1 et 2 et entre 1 et 3. Autrement dit, je vais regarder la distance entre 1 et 3. Je regarde la distance également entre 1 et 2. La plus petite de ces deux distances est la distance entre 1 et 3, en l'occurrence elle est égale à 2. Il me faut avancer d'une unité en abscisse pour rejoindre mon point 3 partant de 1, il me faut descendre d'une unité en ordonnée pour rejoindre mon point 3 partant du point 1. La distance entre 1 et la classe 2, 3 est égale à 2 ici. De même, si je veux calculer la distance entre la classe constituée des points 2, 3 et le point 4, il me faudra regarder la distance minimale entre 4 et soit 2, soit 3. Dans ce cas-là, c'est le point 3 qui est le plus proche du point 4, et la distance entre 4 et 3 est égale à 3. Il me faut 2 unités en abscisse pour rejoindre le point 3 partant de 4, et descendre d'unité en ordonnée partant du point 4 pour rejoindre le point 3. Et ainsi de suite. Une fois que cette matrice de distance entre individus ou entre classes est constituée, regardons la distance la plus petite, c'est la distance entre les points 4 et 5. Ce sont donc ces deux points que je vais agréger. La distance entre 4 et 5 étant égale à 1, la hauteur d'agrégation de mon palier va être égale à 1, et puis après, de nouveau, je calcule ma matrice de distance entre mes objets. Maintenant, nous sommes face à une situation où je vais calculer la distance entre deux classes, la classe constituée des points 2 et 3 et la classe constituée des points 4 et 5. Si je reprends le critère minimal, la distance entre ces deux classes est la distance la plus petite entre un individu de la classe constituée de 2 et 3 et un individu de la classe constituée de 4 et 5. Autrement dit, ça va être la distance entre les points 3 et 4. Regardons combien vaut cette distance entre les points 3 et 4. Il me faut avancer de 2 unités pour aller vers 4 partant de 3 et monter d'une unité en ordonnée pour aller de 4 partant de 3. Cette distance entre 2 et 3 et 4 et 5 est donc égale à 3. La distance entre 1 et le couple de 3 étant égal à 2, c'est cette distance-là qui va être la plus petite, et donc c'est ces deux points-là que je vais commencer à agréger en premier. Et donc, le palier que je vais constituer va être un palier à hauteur de 2, et ainsi de suite.